Bonjour, nous sommes Julie Bonal et Chloé Couturier, doctorante au Muséum national d'histoire naturelle, et nous allons vous présenter comment vivre ensemble à la lisière d'une aire protégée, quelles mesures pour aider éléphants, chimpanzés et humains à cohabiter. La cohabitation entre hommes et faune sauvage engendre souvent des conflits qui peuvent prendre différentes formes, impactant à la fois les populations humaines et les animaux. Autour des aires protégées, l'utilisation des terres pour l'agriculture tend à intensifier ce conflit. Les fermiers mettent alors en place des mesures pour repousser la faune qui endommage leurs ressources économiques et vivrières. La gestion de ce conflit est complexifiée par la présence de plusieurs espèces animales. De plus, le statut de conservation et l'adaptation rapide de certaines espèces limitent la mise en place des mesures répulsives et les rendent rapidement obsolètes. Cela génère un découragement des populations locales, augmente la pauvreté et entrave le développement humain. En réponse, les fermiers ont recours à l'épandage de produits phytosanitaires pour tenter de compenser leurs pertes, ainsi qu'à des méthodes répulsives dangereuses voire illégales, ce qui nuit à la faune et compromet la survie des populations animales. Ainsi, pour gérer durablement le conflit humain-faune sauvage, il faudrait réussir à concilier développement humain et conservation de la biodiversité, en restaurant un équilibre entre l'agriculture et biodiversité. À travers l'exemple de la zone de Sebitoli en Ouganda, nous étudierons comment apaiser la cohabitation entre l'humain et deux espèces protégées, le chimpanzé et l'éléphant. La zone de Sebitoli est située à l'extrême nord du parc national de Kibale en Ouganda. Cette forêt tropicale abrite une grande diversité faunistique, dont des chimpanzés et des éléphants. On retrouve à sa bordure une forte densité humaine, avec des villages, des plantations et des cultures vivrières. En Ouganda, l'agriculture de subsistance représente une source de revenus essentielle pour les populations. Dans la zone étudiée, ces cultures sont situées en bordure directe de forêt, ce qui les rend plus accessibles pour la faune sauvage et accroît la pauvreté des communautés. Afin de mieux comprendre le comportement des espèces impliquées dans le conflit, ainsi que les mesures qui ont été mises en place et leur efficacité, nous avons réalisé des entretiens semi-directifs et directifs auprès de fermiers de 6 villages se situant en bordure de forêt, totalisant 9 entretiens de groupe et 41 entretiens individuels. Cette enquête de terrain a été associée à une étude bibliographique afin de pouvoir proposer des améliorations des mesures en place ou de nouvelles solutions pour réduire le conflit homme-faune dans cette région. Plusieurs espèces impliquées dans le conflit ont été rapportées dans les entretiens. Les éléphants, les chimpanzés, les babouins et plusieurs espèces de petits singes. Nous avons décidé de nous concentrer sur les éléphants et les chimpanzés car ce sont deux espèces protégées, ce qui implique une gestion plus restrictive du conflit, et parce que les babouins et les chimpanzés sont deux primates de taille similaire pouvant être repoussés par les mêmes mesures. L'enquête de terrain, réalisée auprès des fermiers, nous révèle que les éléphants viennent toute l'année, quasi quotidiennement, uniquement la nuit, consommer tous les types de cultures, contrairement aux chimpanzés qui se concentrent sur le maïs mûr et viennent à une fréquence plus faible. De plus, ces deux espèces peuvent s'adapter rapidement à certaines des 9 mesures présentes ici d'études. Nous distinguons les méthodes passives, qui ne nécessitent pas la présence humaine lors de la venue des animaux, des méthodes actives. L'enquête de terrain nous a permis de recenser 5 mesures passives ainsi que 4 catégories de mesures actives mises en œuvre lors du conflit avec les éléphants et les chimpanzés. Nous présenterons 3 de ces mesures passives ainsi que les mesures actives présentes dans le site d'étude. Premièrement, les zones tampons sont des zones peu attrayantes pour la faune entre les aires protégées et les cultures. Sur le site d'étude, 3 villages sont totalement ou partiellement protégés par des plantations de thé, faisant office de zones tampons. Les fermiers de ces villages nous rapportent très peu de visites par la faune sauvage et une efficacité contre les incursions des chimpanzés et des éléphants. Dans les autres villages, les cultures étant trop proches de la forêt, aucune zone tampon n'a pu être mise en place. Deuxièmement, autour de la forêt, 3 tranchées ont été creusées et les fermiers rapportent une bonne efficacité contre les éléphants, surtout dans les premiers mois après leur mise en place ou après leur entretien. Cependant, la tranchée est inefficace dans le village de Sebitoli, où elle n'a pas été entretenue depuis plus de 5 ans. De plus, ces tranchées sont discontinues car elles ne peuvent pas être mises en place dans les zones marécageuses, ce qui crée des points de passage pour la faune. Cette mesure, actuellement adaptée pour les éléphants, pourrait être adaptée pour les chimpanzés en élargissant les tranchées à 3 mètres et en défrichant de chaque côté pour éviter les passages via la canopée. Enfin, les éléphants ayant peur des abeilles, les clôtures de ruches peuvent servir de barrière tout en apportant un revenu supplémentaire avec la vente du miel. 3 clôtures de ruches kenyanes ont été mises en place, mais les villageois rapportent une très faible efficacité. En effet, ces clôtures sont trop courtes et sont facilement contournées par les éléphants. On observe aussi une forte mortalité des colonies qui pourrait être due, entre autres, à l'utilisation de pesticides dans les cultures alentours.
Cette mesure ne peut pas être adaptée aux chimpanzés qui consomment régulièrement du miel en forêt. On observe donc une grande disparité dans les mesures passives employées et dans leur efficacité entre et au sein d'un même village, d'où l'importance d'une étude à l'échelle locale. Associées à ces mesures passives qui sont préventives, les fermiers mettent également en place des mesures dites actives pour repousser les animaux lorsqu'ils sont présents en bordure ou dans leurs champs. Dans notre site d'étude, le gardiennage des cultures est réalisé nuit et jour, entraînant de fortes répercussions sur la qualité de vie des fermiers. Le gardiennage est souvent individuel ou familial car les champs sont espacés les uns des autres. Contrairement aux mesures passives, les mesures actives utilisées sont les mêmes dans les 6 villages. On y retrouve le jet d'objets, des répulsifs sonores comme des cris ou encore l'utilisation d'éclairage comme des lampes torches. Certaines techniques illégales ont également été observées, comme l'utilisation de chiens lors du gardiennage ou de lances pour repousser les animaux, et peuvent entraîner des amendes ou de la prison pour ceux qui les utilisent. En plus des mesures présentes dans notre site d'étude, une étude bibliographique nous a permis de recenser 15 autres mesures passives et 6 mesures actives, soit au total 36 mesures répulsives, dont 5 mesures dangereuses pour la faune et fortement condamnables en Ouganda. Cette étude a également permis de recenser 19 mesures communes contre les 2 espèces, ainsi que 12 mesures utilisées contre une espèce et qui pourraient être adaptées pour repousser l'autre. Par exemple, l'utilisation de répulsifs olfactifs comme le piment est répandue dans le conflit homme-éléphant, mais peu documentée dans le conflit homme-chimpanzé. Ce type de répulsif sera testé prochainement sur des chimpanzés en captivité, puis sur notre site d'étude, avec l'objectif d'une utilisation et d'une production locale autonome des répulsifs olfactifs par les communautés. Ces tests, tout comme l'optimisation et l'adaptation des mesures déjà existantes dans la zone, pourraient s'inscrire dans un plan de gestion qui, à long terme, viserait à valoriser des cultures et des modes de production plus durables et à créer de nouvelles sources de revenus. Ainsi, ceci contribuerait au développement humain autour du parc national de Kibale, ce qui permettrait de réduire les pressions sur la faune sauvage et de participer à sa conservation. Nous souhaiterions remercier tous nos collaborateurs et nos partenaires financiers qui nous ont permis de réaliser cette étude, nos encadrants ainsi que la SFDP pour l'organisation de ce webinaire. Merci de votre attention.